Je suis super content de vous parler de la raison pour laquelle j'ai choisi de faire une carrière professionnelle dans un département commercial, dans des fonctions commerciales, que ce soit à titre individuel dans un premier temps, et puis dans un poste managérial et de direction maintenant. Alors, pourquoi la fonction commerciale? Dans un premier temps, on y répond d'un point de vue individuel. Et la manière dont moi j'y ai répondu, c'était de se dire, c'est un job qui ne demande pas de qualification extrêmement longue. J'avais envie de rentrer sur le marché de l'emploi rapidement. J'avais pas envie d'avoir un cursus trop long avec une prépa, un bac plus 3, etc. Et donc j'ai fait une des écoles les plus rapides, post-bac, bac plus 4, avec déjà des stages professionnalisants. Ça m'a permis d'arriver sur le marché de l'emploi très vite. Et donc c'est génial parce que finalement l'expérience, rien ne remplace réellement l'expérience. Côté plutôt éventuellement questionnant à terme, c'est qu'au bout de 10-12 ans, on se dit que finalement les études sont intéressantes et qu'on y reviendrait bien. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc une fonction commerciale parce qu'on peut rentrer sur le marché de l'emploi rapidement. Le deuxième sujet, c'est parce qu'on peut montrer, je l'espère, rapidement qu'on est bon. La fonction commerciale, là pour elle, le fait qu'elle est extrêmement tangible, on communique sur une fonction commerciale avec ses KPI, ses objectifs, son revenu, et donc sans avoir vraiment besoin de manipuler la politique interne de grandes structures ou de plus petites d'ailleurs, vos résultats parlent pour eux-mêmes, et ça je trouve que c'est extrêmement rassurant. Et donc c'était une des raisons qui m'ont poussé dans une fonction commerciale. Ensuite, la fonction commerciale, c'est quand même à un moment donné un rôle de séduction et c'est intéressant que finalement d'aller à l'encontre à la rencontre plutôt de son prochain, de comprendre ses environnements, cette curiosité intellectuelle, cette malléabilité intellectuelle pour comprendre l'environnement de la personne qu'on a en face, et je trouve extrêmement intéressant. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé maintenant il y a 12 ans dans un job de commercial. À l'époque, on appelait ça account manager et on s'occupait aussi bien de clients existants que de comptes à signer. Et j'ai fait ça dans une première structure chez Thalys et j'ai trouvé ça très intéressant avec un environnement extrêmement bienveillant, des gens qui m'apprenaient ce qu'était le métier, et je pense notamment à François Dodane qui a joué un rôle critique dans ses premiers mois, cette première année d'expérience. Ensuite, je dirais le début de conseil que je pourrais donner, c'est si vous êtes vraiment commercial et si ces premières expériences vous confortent dans l'idée d'être commercial, l'idée c'est de trouver une entreprise qui partage ses valeurs. Vous avez des superbes entreprises qui sont des entreprises produits. Vous avez des superbes entreprises qui sont des entreprises marketing. Et vous avez des superbes entreprises qui sont des entreprises sales. Et donc, j'ai fait cette expérience. J'ai travaillé, moi, 2 années chez PayPal, très belle entreprise, au sein de laquelle j'ai appris énormément de choses, mais c'est une entreprise qui est drivée par le produit. Et c'est le produit qui fait la différence. À tort ou à raison, pour de vrai ou pour de faux, en tout cas c'est très ancré dans la valeur de cette entreprise, du moins quand j'y étais il y a quasiment 10 ans de ça. Et donc j'y ai appris beaucoup de choses, mais moi en tant que commercial pur et dur, très assumé, je ne m'y suis pas retrouvé parce que j'avais envie d'un terrain de jeu plus orienté client, B2B, cycle de vente long, négociation. Et donc j'ai fait en sorte de trouver une plateforme pour grandir qui s'appelle Lufthansa Air Plus, donc Air Plus, une filiale du groupe Lufthansa, 2500 personnes, une très belle structure, qui était, et qui l'est toujours, je pense, mais extrêmement sales-driven. Et donc, les commerciaux ont un rôle important dans la structure, assumé par la direction et dans la croissance de l'entreprise. Et je me suis éclaté dans différents rôles pendant 8-9 ans. Je conseille cependant, on n'a pas toujours cette chance-là, je l'ai eu et tant mieux, et si vous l'avez, essayez de la saisir et de la suivre un petit peu, d'essayer de rencontrer quand même des gens qui vous apportent leur expérience en début de parcours, et moi j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Ludovic Cianarella, qui pendant mes premières années m'a mentoré, aussi bien d'un point de vue commercial et managérial, sur lequel je reviendrai derrière, et donc à un moment donné, on arrive sur un combo de management commercial, qui est quand même une tâche assez compliquée. Manager des commerciaux, c'est pas forcément la population la plus facile, et donc c'est intéressant à un moment donné dans votre carrière, à travers des formations évidemment de manière classique, mais aussi de discuter avec des professionnels et idéalement vos managers pour apprendre sur ces sujets. Donc fonction commerciale que j'ai occupée maintenant depuis 12 ans, que j'adore, qui encore supporte
comporte énormément de clichés. J'ai eu la chance de donner des cours à l'ESC Rouen, où je me suis rendu compte qu'encore aujourd'hui, à 23 ans, quand on fait une grande école de commerce, en fait, on a envie de faire du marketing B2B dans un grand groupe de luxe. Je caricature le propos, mais c'est un peu ça. Or, je vous le garantis qu'un cursus commercial vous donne un stimuli intellectuel tout aussi important, vous donne accès à des salaires plus importants, vous donne accès à un réseau et un élargissement de vos compétences tout aussi large, et vous donne aussi accès à une autonomie quotidienne qui, je pense, est extrêmement important. Et donc, ne sous-estimez pas ces fonctions commerciales au début quand vous souhaitez rentrer sur le marché du travail. Et donc, encore une fois, voilà, un parcours très, très assumé, très commercial, avec des premiers succès de signatures de grands groupes, dont je me souviens, c'est assez rigolo d'ailleurs, les 4-5 grandes signatures que j'ai pu avoir ou que mes équipes ont pu avoir, je me souviens encore comme si c'était hier. La première, c'était Decathlon il y a 12 ans, et puis on a eu Safran, et puis on a eu Kering, et puis on a eu BNP Paribas, et de nouvelles maintenant dans ma nouvelle structure, Lemonway. Donc, fonction commerciale extrêmement excitante. Stressante, je dirais pas angoissante, parce qu'on est quand même dans des structures qui structurent par définition ces fonctions, qui leur donnent un cadre, des KPI, des méthodos, des formations, donc vous n'êtes pas tout seul, mais par contre, et c'est aussi ça qui m'a beaucoup excité et intéressé, vous êtes quand même celui qui montre si vous arrivez ou pas à closer des deals, à faire rentrer de l'argent dans les entreprises. Ensuite, un autre élément qui m'a beaucoup plu dans cette fonction, c'est le fait que vous êtes un élément différenciant à part entière de votre structure. J'ai jamais eu une sensibilité produit très forte. Je suis dans le paiement, alors certains diront que c'est passionnant. Ce qui est passionnant de manière certaine dans le paiement, c'est la complexité intellectuelle. Donc vous continuez à réfléchir jour après jour à la manière dont vous pouvez manipuler le concept du paiement. Donc pour ces raisons-là, c'est très intéressant. Mais je n'ai pas une sensibilité produit forte. Et donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être vraiment le produit quasiment que je vends. Et donc vous êtes, vous, en tant que commercial, un des éléments différenciants produits de votre entreprise, et ce, peu importe ce que vous vendez. Je vous encourage à trouver un support intellectuellement enrichissant. Le paiement en est un, mais il y en a plein d'autres. Mais il faut assumer le fait que vos acheteurs vont vous acheter tout autant qu'ils vont acheter votre produit, voire même plus. Et donc, vous êtes à part entière responsable de la définition, de la valeur et de la culture que vous emmenez chez vos clients. Et donc ça, j'ai trouvé ça aussi extrêmement intéressant dans ma carrière jusqu'à présent. Ensuite, la fonction commerciale, ce qui est génial, c'est que quand ça fonctionne, souvent on vous propose des jobs de management, parce que ce sont des organisations qui sont encore assez pyramidales, où ces individus, ces commerciaux ont besoin d'être encadrés pour de bonnes raisons et très saines. Mais donc quand ça fonctionne bien, finalement, on vous appelle et on vous propose un job de management. Encore une fois, attention, et vous le voyez dans tous les livres d'économie, un bon commercial ne fait pas forcément un bon manager commercial. Et donc, faut se poser la question, et moi je la pose régulièrement à mes équipes, quel est votre next step du management, mais pourquoi? Pourquoi du management? Il faut quand même bien se poser cette question. Il y a un côté statutaire, je le comprends, peut-être un côté salarial, et encore pas toujours, mais il faut quand même bien comprendre la raison pour laquelle on décide à un moment donné de faire un step-up et de prendre du management. Le management, notamment commercial, c'est différentes choses. C'est déjà quand même de l'altruisme, c'est-à-dire d'être à un moment d'accord pour passer du temps sur des sujets et avec des personnes qui ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire que vous allez aider une personne à se développer, vous allez l'aider à obtenir ses résultats, même si ultimement ça bénéficie également à vos objectifs individuels. Le management, et je pense que ça c'est pas propre au management commercial, mais c'est du temps passé à développer d'autres personnes, et donc ça c'est important à le prendre en compte. Le management commercial, c'est également avoir accès à une population passionnante, mais souvent assez exigeante. Je ne vais pas rentrer dans les clichés parce qu'ils sont faux d'ailleurs, mais une population commerciale, c'est la population qui n'est pas forcément la plus facile à manager, des ambitions, souvent des ambitieux, et que je trouve très bien, des exigeants, des négociateurs par définition, puisque c'est ce qu'on leur demande, des vendeurs, donc des vendeurs aussi de leurs compétences, des survendeurs parfois de leurs compétences, et donc vous faites face à cette population qui est extrêmement riche, extrêmement variée, mais aussi parfois, on va dire, compliquée.
Et donc le management commercial, si je résume mon propos, c'est est-ce que vous êtes sûr que vous voulez faire du management commercial? Parce que vous pouvez aussi continuer à vous spécialiser d'une certaine manière dans de l'expertise commerciale en tant que contributeur individuel, avoir accès à des chèques et des bonus mensuels extrêmement importants. Donc c'est un vrai choix qu'il faut mûrir en se disant je monte sur des postes de management. Une fois en responsabilité managériale, il faut donc gérer son équipe. Gérer son équipe, alors là, je quitte un tout petit peu le sujet du commerce, mais c'est d'abord recruter les bonnes personnes et travailler avec les personnes avec qui on aime travailler. Et là, je commence à avoir un peu d'expérience dans différents mondes. J'ai managé en France, j'ai managé en Allemagne, j'ai managé en Chine, j'ai managé des profils américains, donc j'ai une culture managériale internationale assez forte. Je me suis expatrié 2 ans en Chine, où j'ai managé une trentaine de personnes à Shanghai. Et donc là encore, en fait, le management, c'est un grand mot, mais qui demande une vraie sous-lecture, sous-analyse de qui on manage, dans quelles conditions, dans quelles circonstances. Et finalement, j'en ai fait ma propre expérience. Je suis rentré de Chine il y a 8 mois, où j'ai rejoint une scale-up, Lemonway, où j'ai pris la responsabilité d'un département commercial au sens large, une grosse trentaine de personnes. Et j'ai découvert une nouvelle génération d'employés, une nouvelle génération de collaborateurs, culturellement évidemment complètement différents de ce que j'avais pu connaître ces 2-3 dernières années en Chine. Et donc le management, c'est se recadrer, c'est se repositionner, c'est se questionner soi-même pour savoir est-ce qu'on a la bonne approche auprès de ses collaborateurs, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que le niveau d'exigence et de performance qu'on souhaite mettre en place soit correctement compris, soit exécuté, et ce, dans une culture d'entreprise bienveillante, chaleureuse, enthousiasmante. Et donc le management, c'est quand même un questionnement quotidien de savoir si on dit les bonnes choses, si on s'adresse de la bonne manière, si on a les bons messages, si on passe suffisamment de temps. Voilà, c'est une tâche qui est maintenant core à mon business, c'est-à-dire que je ne me projette pas en tout cas les 15 prochaines années sans rôle de management, mais c'est une tâche qui fait que vous ayez des cheveux blancs un peu plus vite que d'autres parce que vous avez une sorte de responsabilité partagée assez forte. Je connecte un sujet qui est un sujet intéressant, c'est comment est-ce que ces fonctions diffèrent entre un grand groupe et une start-up ou scale-up, et réellement ces fonctions diffèrent. Dans un grand groupe, quand vous êtes manager, vous êtes manager, c'est-à-dire que votre playbook, votre roadmap, elle est en général assez libre de tâches individuelles au profit de la construction d'un collectif et d'une équipe. Et donc votre job, c'est de manager, c'est de discuter, de passer du temps, d'aligner, de recruter des ressources, et je ne le dis pas négativement, des ressources, des personnes, pour qu'elles soient performantes et qu'elles se développent elles-mêmes. Dans une startup ou dans une scale-up, non seulement vous avez besoin de faire ça, c'est le job, mais vous avez souvent une roadmap individuelle, également assez forte. Vous avez un vrai rôle d'entraîneur-joueur. Dans le grand groupe, vous êtes entraîneur, vous jouez plus. Et donc c'est pour ça que vous voyez des gens qui se rouillent aussi. Dans les grands groupes, le manager, l'entraîneur aurait pour certains du mal à repartir sur le terrain de foot ou le terrain de tennis à jouer eux-mêmes. La start-up, la scale-up vous oblige à rester souple sur vos appuis et de continuer à jouer tout en entraînant. C'est génial, c'est grisant, c'est excitant, c'est aussi très fatigant, puisque ça vous demande toujours d'avoir finalement votre roadmap individuel et puis celle de vos coéquipiers, de vos collègues, collaborateurs. Et donc c'est souvent plus riche, plus prenant, plus time-consuming, plus chronophage, etc. Mais, donc il y a une vraie différence entre manager des commerciaux dans une grande structure et dans une plus petite structure. Aujourd'hui, ce que je trouve aussi très excitant dans ces carrières commerciales et dans ces carrières de management commerciaux, c'est la scientification, c'est absolument pas français ce que je viens de dire, mais la manière de décortiquer les process commerciaux, ces startups et ces scale-up, un peu à l'image d'un Salesforce qui l'a fait et de manière à plus grande échelle, ont décidé de dire que la fonction commerciale, c'est absolument pas uniquement le relationnel et la capacité de rentrer en contact avec quelqu'un, mais c'est bien plus que ça, c'est disséquer différentes étapes
différents process. Et donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que grâce à ce mode SaaS, hein, vous entendez parler de ces entreprises SaaS, et peu importe si vous vendez du software as a service ou pas, vous pouvez apprendre énormément de ces process commerciaux. L'idée, c'est de donner un souffle de croissance, un souffle de relais à ces fonctions commerciales pour qu'elles se spécifient, elles se professionnalisent au regard de ces nouveaux process qui sont en train d'être mis en place. Et ça, c'est passionnant parce que vous touchez vraiment au concept de performance, d'excellence avec vos coéquipiers, vos collègues, supportés par de la techno et des outils. Et donc ça, après avoir baroudé, on va dire, globalement, en Chine, en Europe, avoir managé des gens très seniors, sur des cycles de vente très longs, avec des outils parfois pas toujours appropriés. J'ai beaucoup gagné en expérience sur la partie people management, interculturel, vente complexe. Et maintenant, dans ces environnements scale-up, ce qui est génial, c'est que je viens compléter cet apprentissage avec un apprentissage beaucoup plus process, technologie, systématisation, parfois à outrance, hein, d'ailleurs, il y a des termes aujourd'hui, vous entendrez systématiquement parler de SDR, d'AI, de MRR, d'ARR. Il faut essayer d'en sortir un peu parfois parce que la culture des équipes que vous créez est quand même au-delà de tout ça, ce qu'il y a de plus important. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, voilà, cette fonction commerciale, elle s'optimise grâce à des KPI et des process bien pensés et qui permettent d'avoir une approche commerciale encore plus professionnelle. Voilà ce que je voulais vous dire sur la partie purement commerciale. Je vais revenir sur un élément ou sur des éléments peut-être un peu plus personnels qui sont la manière dont également vous construisez une carrière commerciale. Ce qui a été important pour moi, c'est de ne jamais avoir le sentiment d'accoster. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 25, 30, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans. Je pense que c'est un peu une sorte de vérité générale ce que je vous dis, mais c'est quand même la réalité. C'est que le monde bouge tellement vite que vous êtes dans une sorte d'obligation d'apprentissage continu. Et cet apprentissage continu, alors certains grands groupes vous l'offrent, cette employabilité, ils y travaillent. Et je pense que des grandes entreprises avec une marque employeur très forte sont très certainement performants à ça. Mais la majorité des entreprises sont de moins en moins bonnes, je dirais, sur le travail de votre employabilité en tant que commercial ou en tant que manager commercial. Et donc, je pense que vous avez réellement besoin de vous questionner pour savoir quel est le prochain apprentissage que je prends. Alors c'est extrêmement fatigant parce que changer de mission tous les 2 ans, c'est stimulant, mais c'est fatigant. Vous prenez en main de nouvelles équipes, de nouvelles zones géographiques, de nouveaux produits parfois, de nouveaux clients. Mais c'est, je crois, d'une certaine manière, la seule manière de rester très éveillé sur le monde qui vous entoure et sur ce qui se passe. Si bien aujourd'hui qu'il y a quand même quelque chose qui me fait vraiment réfléchir, c'est que je recrute donc massivement dans l'entreprise dans laquelle je suis, chez Lemonway, 19 recrutements en 6 mois et très certainement à peu près le double dans les 3-4 mois qui viennent. Et je me rends compte des profils que je vois quotidiennement. Donc vous savez, soit des jeunes diplômés ou des gens, on va dire, la trentaine qui sont en pleine possession de leurs moyens et dans une capacité de croissance forte, mais vous avez aussi tout un pan de gens qui ont 45 ans et plus, que j'adorerais en termes de mixité interne intégrer dans ma structure, parce que je suis contre l'homogénéité à tout prix, qu'elle soit homme-femme, qu'elle soit track records, qu'elle soit background, qu'elle soit âge. Mais je peux vous dire que des gens qui sont restés 10, 15 ans dans les mêmes structures sont aujourd'hui partiellement déconnectés sur la manière dont on pilote, dont on travaille dans des structures plus agiles, plus petites, etc. Et donc, je le reconnecte à cette phrase de début qui est « n'accostez pas », c'est-à-dire que oui, vous pouvez certainement gagner un peu plus d'argent, oui, vous pouvez très certainement rentrer un peu plus tôt le soir ou avoir un équilibre de vie peut-être un peu plus sain en restant pendant longtemps dans des parcours assez statiques ou linéaires, on va dire, des croissances linéaires. Mais je peux vous dire qu'à un moment donné, ce confort, vous le paierez. J'aime pas la formulation de ma phrase, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous serez obligé de retravailler certains muscles et autant les avoir travaillés dans la continuité, parce que quand vous les retravaillez de manière un peu abrupte, c'est compliqué. Et
et je vois cet éclatement qui se passe, grands groupes, petites structures, fusion, acquisition, mais le monde va vers ce monde d'agilité commerciale, de accountability très fort, d'ownership très fort, de suivi individuel très fort, de time to revenu très fort. Donc on est dans un monde qui demande une sorte d'exigence et de performance quotidienne, et donc encore une fois, si vous avez la chance de construire des passerelles entre vos expériences précédentes et le nouveau monde, peu importe ce qu'est le nouveau monde, faites-le. Euh, c'est un peu ça qui drive mes choix. J'ouvre les Échos il y a 3 ans, 4 ans, on commence à parler de la Chine beaucoup. C'est quoi la Chine? Comment est-ce que les Chinois travaillent? Aujourd'hui, il n'y a plus une journée où on ne parle pas de la guerre économique entre les États-Unis et la Chine, de la manière dont les Chinois rachètent les entreprises européennes. Et donc, oui, j'étais très curieux d'essayer de comprendre ce que c'était la Chine, comment est-ce que les Chinois travaillent, comment est-ce que le patriotisme économique chinois se met en place. Et donc, j'ai emmené mes 2 enfants, ma femme, et on allait découvrir ce que c'était la Chine. Est-ce que ça a été confortable? Pas toujours. Ça a été parfois même compliqué, soit d'un point de vue personnel ou professionnel, mais on l'a fait et on a appris. De la même manière, on entend tous les jours une start-up qui lève 20 millions, 30 millions, 200 millions, 40 millions. Les échos sont remplis de ce genre d'anecdotes et je n'ai pas envie de rester à l'écart et de ne pas comprendre ce qui s'y passe. Et donc je me suis dit, après la Chine, la next step, c'est de comprendre ce qui se passe dans cet environnement, dans cet écosystème de levée de fonds, d'accélération forte. Et donc je me retrouve aujourd'hui chez Lemonway qui a typiquement ce parcours-là. Donc le message, c'est essayer de comprendre cet environnement qui vous entoure, qui bouge rapidement, et donc d'en saisir. Une expérience Scale-up France n'a absolument rien à voir avec une expérience Grand Groupe Chine, mais finalement ce sont 2 nouveaux mondes. La Chine est un nouveau monde d'une certaine manière, et la start-up en est un autre. Et de la même manière, le continent africain, dont on parle de plus en plus, une expérience Afrique Scale-up, voilà, peut-être que vous avez le nouveau monde qui est devant vous, et c'est peut-être ça qu'il faut faire. Ce que je veux dire, c'est voilà, n'accostez pas dans vos carrières et essayez vraiment de continuer à apprendre à travers ces différentes expériences. Dernier peut-être sous-sujet sur lequel je suis ravi de partager mon expérience, c'est cet environnement scale-up startup. Et je parle notamment à cette audience de jeunes diplômés ou de gens entre 20 et 30 ans qui se disent où est-ce que je commence ma carrière, où est-ce qu'il est cool de travailler, où est-ce que j'apprends, où est-ce que je me marre, où est-ce que j'ai du fun, où est-ce que je gagne de l'argent. Le monde des startups, je crois, est encore très sujet à contradiction ou à incompréhension. Je suis jeune diplômé, je crois que vous devriez quand même avoir pour volonté d'apprendre. Apprendre, on peut apprendre sur le tas, c'est vrai, on peut apprendre sur le tas, mais on peut aussi se faire aider et apprendre grâce à des mentors, grâce à des méthodos, grâce à des trainings, grâce à de la formation. Et donc, voilà, l'apprentissage étant clé, le point que je fais ici, c'est de rentrer en tant que contributeur individuel dans une start-up, valider bien le cadre managérial qui vous accueille, valider bien le projet de l'entreprise, parce que la start-up et la scale-up, c'est un environnement qui est dur, c'est un environnement qui est sous pression financière, c'est un environnement où tous les jours vous croisez la personne qui a investi sur vous, c'est un environnement où tous les jours vous croisez vos actionnaires. Je peux vous dire que quand vous travaillez chez des structures autres, votre actionnaire, vous ne le connaissez pas, vous travaillez pour un manager qui lui-même est payé comme vous, sur un salaire plutôt confortable, et donc vous êtes dans des ambiances d'entreprise différentes. Donc le message sur les startups et les scale-up, c'est comprenez bien pourquoi vous les rejoignez. Si vous les rejoignez pour pouvoir travailler en jean et faire du baby-foot, c'est terriblement un mauvais choix, parce que vous allez aller de désillusion en désillusion. Si vous y allez pour des logiques entrepreneuriales, c'est génial, parce qu'effectivement, on est dans un environnement où il y a beaucoup d'argent, où les bons projets sont valorisés, et là, vous apprenez sur le tas, mais dans une logique de peu de risques et potentiellement beaucoup de rewards. Vous êtes à votre compte et vous créez quelque chose. Si vous rejoignez une startup un peu comme je l'ai fait, scale-up, avec dans un deuxième temps de carrière, sur un poste où vous pouvez influencer la stratégie de votre entreprise, je continue à croire que c'est un bon choix, parce que là, vous finalement retrouvez une sorte de souffle, une sorte d'environnement grisant, où vous vous dites les jeux de politique finalement n'existent pas partout, où on est là pour créer de la valeur, on est là pour recruter les bonnes personnes, où on est là pour créer le bon environnement.
Si je résume mon propos, c'est soit vous montez votre boîte et c'est extrêmement important, soit vous êtes jeune diplômé et ambitieux et vous validez un projet d'une startup et un manager qui vous recrute et c'est un bon choix, soit vous êtes en milieu de carrière et que vous avez la possibilité de rejoindre ces structures sur un poste à responsabilité, et je pense également que c'est un bon choix, mais si vous êtes jeune diplômé et que vous vous questionnez sur ce que vous souhaitez faire, que vous avez besoin de temps pour comprendre ce que vous souhaitez faire, que vous avez besoin de formation et de mentoring, et que vous, ce que je peux très bien comprendre, cherchez un équilibre de vie euh, équilibré, je suis désolé pour cette redondance, questionnez-vous de savoir où est-ce que vous allez pouvoir trouver cette meilleure recette. Et ça, je ne suis pas forcément certain, que ce soit dans des startups extrêmement agressives, que vous l'aurez. Conclusion de mes propos, qui sont peut-être partiellement déstructurés, mais c'est très certainement l'exercice qui le veut. C'est les fonctions commerciales sont passionnantes. Elles sont passionnantes parce que elles vous mettent dans autant de situations différentes que vous aurez de clients, que vous aurez de produits, que vous aurez de pays. Et donc la fonction commerciale, c'est un accès à des personnes absolument géniales, à des projets géniaux. Donc la fonction commerciale, elle est centrale, c'est le cœur de l'entreprise et c'est elle qui porte les projets de croissance. Les structures qui vous accueillent sont extrêmement importantes. Regardez chez qui vous allez travailler. Le grand groupe n'est pas du tout old-fashioned. Il y a encore énormément de choses à aller prendre dans ces grandes structures. Et réciproquement, beaucoup de choses à leur apporter. Et par contre, si vous faites le choix effectivement d'une structure commerciale start-up, encore une fois, regardez le manager qui vous recrute. Vous êtes dans des environnements extrêmement intuité personae, c'est-à-dire que les carrières se font et défont en fonction des feelings que vous allez avoir avec votre manager dans ces structures, et donc faites des choix intelligents. Je serais ravi de continuer à vous parler des fonctions commerciales et des manières et de la raison pour laquelle je l'ai embrassé il y a maintenant 12 ans. Et donc je vous souhaite bonne réflexion autour de ces thèmes que je serais ravi de creuser et de détailler de manière plus précise ultérieurement.